La réalité, c'est qu'ils sont tous balayés, les macronistes. Eux, ils seront comptables par rapport à l'histoire. Il y a un grand brûlé, c'est Emmanuel Macron. Une partie de la droite joue sa survie. Le nouveau Front populaire est la seule alternative à une majorité absolue de l'extrême droite. Cette gauche-là, elle tient. C'est une folie d'imaginer que quelqu'un comme Bardella va pouvoir arriver et débarquer à Matignon. Mon père était excellent, surtout par affaire avec Glucksmann. Pitié, quand vous êtes dans l'affaire, continuez à marcher. Salut à toutes et à tous, vous êtes sur le média et vous nous regardez sur le canal 350 de la Freebox, sur notre site internet ou sur notre chaîne YouTube. Vous vous préparez à regarder une nouvelle édition de Sans langue de Goua, le débat hebdomadaire qui met Françoise Degois, journaliste, chroniqueuse pour plusieurs médias, ancienne conseillère politique qui se considère comme rose vif, face à un contradicteur et comme souvent, elle est face à Paul Hellec, analyste politique pour le média. Au sommaire, un sujet, le premier tour des élections législatives anticipées voulues par Emmanuel Macron. Que nous disent les résultats sortis des urnes sur l'état politique de la nation et les différents blocs sociopolitiques? À qui a profité le sursaut électoral? Comment analyser les positionnements depuis dimanche dernier et à quelle sauce serons-nous mangés dimanche prochain? Salut Françoise, salut Paul. Salut Théo, salut Paul. Salut. Alors les résultats définitifs du premier tour des législatives 2024 sont tombés dans la nuit de dimanche à lundi. Le Rassemblement national a convaincu 29,24% des électeurs, le nouveau Front populaire 27,99% des suffrages exprimés. Ensemble, la coalition macroniste a obtenu 20,04% des voix. Et le RN bénéficie d'une ressources supplémentaires. Les listes étiquetées Union de l'extrême droite apportent un apport significatif avec un peu moins de 4% de voix. Les Républicains ont 7% de voix, tandis que les divers droites engrangent 3,66%. En gros, voilà le tableau. Quelle analyse faites-vous de ce fait électoral, Françoise? D'abord, c'est un fait électoral qui dit, et il est inutile de le nier, mais on l'a déjà constaté, la percée spectaculaire du Rassemblement national. Tout nu, tout cru, sans ses alliés, il est à peu près à 9 millions de voix. Aux dernières élections, il était à 2 millions, 3 millions. Donc c'est une percée avec, encore une fois, aucun endroit. Il n'y a plus de terrain incognita, en réalité, pour le Rassemblement national. Ça, c'est le premier point. C'est le point, de mon point de vue, en tout cas, le plus noir. Le point le plus positif, c'est que à cette percée du Rassemblement national s'est opposée une vague. Vous savez, la vague de Hokusai, la grande vague de Kanagawa, il en a dessiné qu'une, Hokusai, mais on pourrait faire... La gauche tient. C'est-à-dire que moi, mon inquiétude hier soir, quand je suis rentré en plateau et quand j'ai eu les premiers résultats, c'est de me dire, est-ce que la gauche qui a ramassé ce qu'on peut ramasser, enfin, je veux dire, c'est les 7 plaies d'Égypte, hein, a écouté l'ensemble des médias, l'ensemble des éditorialistes, c'est pas une personne ou deux. C'était oui, les plaies d'Égypte, en tout cas, c'était les furoncles, le sang, etc., et les sauterelles. Et la réalité, je me disais, ce bloc, finalement, il peut se morceler. Pas du tout. C'est-à-dire que la gauche, elle va voter en masse. Le peuple de gauche, et le peuple de gauche, il n'est pas plus mélenchoniste qu'il est vert, qu'il est foriste ou qu'il est hollandais. Il est le peuple de gauche. Et il dit, on s'en fout, on y va. Donc, ça veut dire que cette gauche-là, elle tient. Et d'ailleurs, elle n'appartient pas aux appareils politiques. Les gens de gauche se sont dressés contre la vague du RN. Donc, on atténue aussi la vague du RN. Moi, je veux bien qu'on explique que c'est une vague. Non, une vague, c'est quand vous prenez 450 députés dans la tête et qu'il vous en reste 54 et que vous finissez essoufflé sur la grève. C'est pas une vague électorale. C'est une poussée très puissante, mais à laquelle répond une poussée un peu moins puissante en apparence. Donc voilà ce que ça m'inspire. C'est évidemment... Il y a un grand brûlé. Hier soir, c'est Emmanuel Macron, évidemment. Emmanuel Macron, toute sa stratégie qui reposait bien sûr sur l'éclatement de la gauche et sur l'idée que sa majorité pouvait être le recours. C'est un effondrement total. On reviendra évidemment sur les différentes consignes de vote. Et voilà ce que ça m'inspire. C'est qu'il y a une poussée de l'extrême droite en France qui est évidente, réactionnaire, pour 1000 raisons, etc. Mais vous avez un peuple de gauche, un peuple républicain, j'ai même envie de dire, plus large d'ailleurs que la gauche, hein, plus large que la gauche, et je pense qu'on le verra au second tour. C'est pas la peine de déjà se dire, oh là là, les on reports... va parler du second tour mais après. se dire, les reports se feront, nous n'en savons absolument rien. Je pense que les gens ont une conscientisation du moment historique qu'ils vivent, et je pense que nous allons être très étonnés dans le bon sens. Dernier point,
je suis très heureuse. Finalement, la seule chose pour laquelle je dis merci à Emmanuel Macron, c'est la participation. C'est quand même extraordinaire, un taux pareil de participation. C'est-à-dire que le débat démocratique dans ce pays n'est pas mort. Paul. Justement, pour repartir de cette question de la participation, je pense qu'elle est due à un fait que l'enjeu a été très bien visualisé par les participants à ces élections, que les législatives là, qui vont décider de qui va concrètement gouverner ou non le pays, les gens ont compris que c'était l'enjeu et du coup ils se sont investis massivement et qu'on a effectivement des effets de mobilisation en fait de différentes bases. Je pense que, je serais un peu plus pessimiste sur le fait que oui, la percée du RN est quand même impressionnante dans le sens où, ils font avec leurs alliés 10,6 millions de votes. C'est énorme, c'est 2,4 millions de voix supplémentaires par rapport au socle de la présidentielle de Marine Le Pen, qui a 8,2 millions au premier tour en gros, et surtout par rapport aux élections législatives précédentes, avec leurs alliés, ils font plus 5,5 millions de voix. Ce qui veut dire que, parce que c'est avec des alliés, ils ont siphonné Reconquête, qui a fait moins d'1% sur tout le territoire, et surtout qu'ils ont mordu vraiment à droite, et qu'ils sont en train de s'installer comme une force centrifuge de la droite, de recomposition du bloc de droite. Ça explique ce deal avec Ciotti, et qu'il y a quelque chose qui joue là-dessus et une partie de la droite joue sa survie dans le sens où les LR sont plus ou moins stables, ils ont fait 2 millions de voix, c'est même un peu plus que la dernière fois, mais c'est aussi sur des particularités locales hors ces élections. Justement, elles ont montré que les dynamiques nationales, quand tu dis le peuple de gauche, il vote, peu importe l'étiquette, les dynamiques nationales l'ont emporté sur un certain nombre de particularités locales, y compris des fois en défaveur d'élus de gauche qui sur le terrain ont construit et tout. Je pense à Fabien Roussel ou à André Chassaigne qui est imprenable dans sa circo et qui là il est en deuxième tour. C'est là où on voit que les dynamiques nationales ont joué un jeu. Deuxième chose, sur ce bloc de gauche, effectivement, on peut dire à minima que elle progresse par rapport à la NUPES. Alors pour avoir les chiffres, c'est là le bloc de gauche, toute la gauche, c'est 9,8 millions et c'était 7,4 millions législatifs. Et Paul, en plus ça, sur une dynamique parfaitement réussie de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle. On n'est pas, donc la comparaison est encore plus favorable. En 2022, c'était favorable. Non mais du coup, tu avais 7,4 millions de voix si tu prenais la NUPES plus les autres listes de gauche. Et 9,8, c'est pas mal, même si c'est un petit peu en dessous du bloc de gauche à la présidentielle, 11 millions, mais il y a une vraie mobilisation du socle de gauche. Parce qu'il n'y avait pas de présidentielle pour entraîner. Tu te rends compte, il n'y avait même pas de présidentielle. Mais donc c'est quand même un bon résultat, mais ce qui m'inquiète, c'est que ça ne semble pas mordre sur d'autres espaces électoraux comme le RN le fait pour la droite. Et moi, mon analyse là-dessus, c'est de dire que finalement, Macron, la résilience du bloc central est quand même réelle, mais elle est inégalement répartie sur le territoire. Il y a des endroits où il s'effondre totatalement, et il y a des endroits où il résiste plus ou moins, et c'est là d'ailleurs où il va y avoir des désistements de la gauche en faveur de, je sais pas, au 6e du Calvados, où Borne, elle sort. Non mais il résiste sur les personnalités, les équations personnelles. En réalité, il résiste là-dessus. Entre autres, mais en tout cas, il reste aussi sur un certain nombre de catégories sociales intermédiaire. Et ce que je veux dire, c'est que la Macronie, et ça a joué une sorte de rempart aussi pour que la gauche morde plus. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que d'abord, il y a la politique désastreuse de Macron qui a dit au début, qui a vraiment mené dans les 2 dernières semaines une campagne terrifiante contre la gauche. Et de l'autre côté, il y a effectivement un certain nombre de catégories intermédiaires sociales qui continuent à voter Macron parce que, à mon avis, ils sont quand même assez engagés sur des valeurs libérales dans les deux sens du terme, y compris économique, et que la gauche est un espace dans lequel ils ne peuvent pas se retrouver. Ok, je voulais qu'on parle des triangulaires. Je veux compléter parce qu'il faut parler clairement des choses. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Paul parce que sur la Macronie, d'abord, on a mordu énormément. La gauche a énormément mordu l'électorat d'Emmanuel Macron. Moi, je prends notamment dans les centres-villes. Il y avait un choix au premier tour entre un macroniste et même un LFiste un peu dur ou bien un social-démocrate bien rose. Et la réalité, c'est qu'ils sont tous balayés, les macronistes. Il n'y a pas de résistance de macronistes. Quand vous passez de 260 députés, je ne sais pas si vous réalisez, ils vont terminer à 60 députés. Ça s'appelle un effondrement. Il n'y a aucune résistance et aucune résilience de la Macronie. Et par ailleurs, quand on regarde les catégories sociales de vote et qu'on les épluche, on peut se féliciter la gauche. On a retrouvé les classes populaires grâce au SMIC à 1 600 € et grâce à la retraite. On peut faire de la segmentation comme ça. On a retrouvé les catégories intermédiaires. Les ouvriers
ouvriers spécialisés. Non, mais la jeunesse. Donc, sérieusement. Oui, la jeunesse, mais les ouvriers sont quand même toujours très RN, non 51%. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que la gauche, elle a, je ne suis pas d'accord avec Paul pour dire qu'elle n'arrive pas à mordre. Je pense qu'elle a déjà mordu sur l'électorat macroniste énormément sur ce premier tour. Je le dis d'ailleurs. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de macronistes qui sont d'ailleurs en 10 de chute à cause de ça. Voilà, où vous avez le candidat du nouveau Front populaire qui est devant et le candidat macroniste peut même pas se maintenir. Donc, elle a mordu sur l'électorat macroniste et contrairement aux prévisions alarmistes, je pense que l'enjeu est tellement puissant que ça va tellement être puissant qu'à un moment donné, l'électorat macroniste, il fera ce qu'on a tous fait pour voter Macron. Voilà. Non, il votera. Je suis d'accord que ça va être une grosse bataille de la question. Mais on a déjà mordu, c'est ce que je veux dire, Paul. Je suis pas d'accord avec ton analyse. Mais sauf que ça dépend quel est l'étiage. Si on regarde le bloc à la présidentielle autour de Macron, c'est évident. C'est une perte de 5 millions de voix qui vont partout d'ailleurs. Il y en a qui vont à droite, il y en a qui vont même au RN directement. Enfin, on a les 10%, premières 10%. Mais c'est intéressant de voir que sans doute peut-être des anciens électeurs de droite ont voté Macron et qui cette fois-ci basculent. Mais si on regarde par rapport aux voix exprimées aux législatives, ils font quand même plus 500 000 voix par rapport à leur propre score en 2022. C'est ça que je veux dire par résilience. C'est-à-dire que ça s'est très mal joué et il y a un effondrement réel. Ils vont perdre énormément de députés. Mais il y a des endroits où c'est quand même étonnant de voir des scores. Je veux dire, regarde, je sais plus, là j'ai un exemple. C'est personnel, c'est tout à fait lié aux personnalités locales. Alors je parle pas d'Attal et de ces journées, etc., qui sauvent leur niche, hein, mais pardon. Non, mais je pense qu'en fait, il y a quand même un truc de... ça signifie quoi? Ça signifie que dans la tripartition politique qui est en train de de rejouer ses frontières, il y a en gros le bloc RN et alliés qui est sur le TINA. Il n'y a pas d'alternative dans la possibilité de changer les inégalités économiques et sociales. Donc, on veut agir sur les inégalités ethno-raciales. Ça, c'est le travail de Félicien Faury qui montre ça. Il y a un bloc macroniste où il y a encore des gens qui sont aussi dans... Il n'y a pas d'alternative en termes de politique économique, mais qui sont... Paul, et qui sont beaucoup plus progressistes sur notre question. Donc, au sous-entendu, ils ne sont pas racistes. Son personnel politique peut l'être de façon opportuniste, comme l'ont fait les Darmanin et tout. Mais Bayrou ne l'est pas, par exemple. Voilà, et eux, peut-être que c'est eux qui peuvent monter ce barrage au deuxième tour. Et il y a la gauche, dans sa diversité, qui, elle, est à la fois sur une rupture sur les deux fronts. Et cette tripartition, elle tient parce que les adhésions idéologiques de chaque base sociale tiennent aussi. Il faut être assez simple pour dire que cette tripartition, on revient d'abord, c'est la mordue en même temps, c'est terminé, et on revient absolument à ce qu'est la vie politique française. Et ce centre-là. Mais non, mais avec des appoints. Mais la vie politique française, elle est bipartisane. Qu'est-ce qui s'est passé hier à part du bipartisme? Je suis désolé de vous le dire. C'est bam comme ça. Et avec au milieu un centre. Voilà. À 20%. Historiquement, le centre n'est pas à 20%. Mais c'est pas vrai. François Bayrou, il fait 18% à la présidentielle en 2007. C'était spécifique. Mais je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais la réalité, c'est qu'on revient en fait à une situation tout à fait normale, en sachant qu'il n'y a aucun président de la République qui ne peut être élu dans ce pays s'il ne conquiert pas le centre. Ce que Emmanuel Macron en a fait, c'est qu'il l'a hypertrophié. Et il en a fait la force centrale. Mais donc, elle s'effondre et c'est tout à fait logique. On est d'accord. Bien sûr, je dis juste que pour l'instant, cette résilience, elle est un rempart à ce que la gauche, elle aille au-delà de la vague qui est en dynamique en face. Mais alors, je suis d'accord que le second tour, c'est l'heure de vérité. C'est tout l'enjeu de la bataille des 2 prochains jours. Plusieurs centaines de triangulaires. Ça se joue sur 2 jours, la question des désistements. Et c'est là où, entre guillemets, les fictions sur l'aile gauche de la Macronie, etc., vont être utiles. C'est-à-dire que c'est pas trop une tribune des Clément Beaune et des gens comme ça qui disent on fait pas les cons et on se désiste, y compris si c'est LFI, etc. Et ils le font, mais ça va être une bataille entre l'aile droite et l'aile gauche de la Macronie, si on peut parler ainsi. Alors justement, il y aura plusieurs centaines de triangulaires possibles. 246, il y en a. Tout se jouera dans les fameux désistements républicains. Mais le moins que l'on puisse dire est que ce n'est pas la grande unanimité chez les macronistes et LR. Gabriel Attal dénonce le projet funeste du RN et appelle à l'empêcher d'avoir une majorité absolue. Mais François Bayrou, Édouard Philippe rejettent tout désistement au profit de la France insoumise, tout comme Bruno Le Maire. Et j'appelle également tous nos électeurs, lorsque nos candidats ne sont pas au second tour, à voter pour un candidat du camp social-démocrate. C'est-à-dire un représentant du Parti socialiste, du Parti communiste ou des Verts. J'appelle tous nos électeurs qui pourraient avoir des invitations. Pas LFI, la France insoumise, donc c'est comme Édouard Philippe. Non, je combats le Rassemblement national, mais je ne vote pas pour la France insoumise. Je ne vote pas pour la France insoumise parce que la France insoumise a pris des positions qui sont contre la nation française. Parce que la France insoumise, c'est le communautarisme. Parce que la France insoumise, c'est l'antisémitisme.
Parce que la France insoumise, c'est la violence, parce que la France insoumise, c'est un député qui joue avec l'effigie d'un ministre sur une tête de ballon, et je ne veux pas ça pour la France. Alors, d'où provient ce désordre dans les rangs macronistes et à qui profite-t-il, Françoise ? Écoutez, d'abord, il y a des nuances. Édouard Philippe, Édouard Philippe, il dit si vous avez un candidat social-démocrate ouvert, c'est bon, vous pouvez y aller. C'est la France insoumise qui est ciblée pour Édouard Philippe. Ça n'est pas le cas de Gabriel Attal, qui est beaucoup plus large. Gabriel Attal, il joue le parti, il sera bientôt le futur patron de ce qu'il restera de Renaissance, c'est son vœu, c'est son choix. Et en plus de ça, il sait très bien qu'à un moment donné, si vous voulez être candidat en 2027, il y a la tâche du déshonneur, vous ne pouvez pas la porter sur votre costume. Parce que si vous êtes celui qui, hier soir, a laissé supposer, entendre qu'il vaut mieux faire du nini que le reste, vous savez que c'est terminé pour vous. C'est-à-dire que si, par malheur, le Rassemblement national arrivait au pouvoir, c'est Michel Bachelet qui m'avait dit ça un jour, je déjeunais avec elle au Chili, à Santiago, elle m'avait dit, le problème de l'extrême droite, c'est que quand elle a le pouvoir, elle se donne tous les moyens de le garder. Donc, celui qui, hier, a raconté à peu près n'importe quoi, je pense, ou aujourd'hui lundi, je pense à Jean-Pierre Raffarin, par exemple, c'est complètement délirant. Eux, ils seront comptables par rapport à l'histoire. Et Gabriel Attal ne veut pas de cette comptabilité-là. Donc, il est extrêmement clair. Et parce qu'il est clair, il a entraîné aussi Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, je vous explique, jusqu'à samedi, dimanche, tout le monde, les gens qui l'approchent sont persuadés qu'il va rester sur le nini. Tout le monde est persuadé de ça. Il convoque même une réunion, il dit « je veux parler dimanche soir », on se dit « ah là là, malheur, catastrophe ». Et en réalité, quand il voit la situation politique, qu'il entend Gabriel Attal, qu'il a, comment dirais-je, l'ensemble des données, il comprend que lui aussi, il joue. C'est pas pour nos beaux yeux non plus. On peut quand même lui faire grâce d'avoir un minimum de sincérité. C'est un être humain quand même. Mais il comprend. Non, mais je veux dire par là, il comprend aussi qu'il joue sa place dans l'histoire, Emmanuel Macron. C'est pour ça qu'on part dans un virage à 180 degrés avec Emmanuel Macron. C'est devant ce Conseil des ministres, il dit n'oubliez pas que si nous sommes là, c'est grâce à la gauche. Donc nous devons rendre à la gauche. Si vous êtes là, mesdames et messieurs, on est dans l'état de grâce à l'envers. Mais parce qu'ils ont tous compris que là, il y a quelque chose de l'histoire, de ce qu'ils laisseront eux dans l'histoire. Est-ce qu'Emmanuel Macron veut être le premier président depuis Pétain à avoir donné les clés du pouvoir au Rassemblement national? Donc, jusque-là, il était dans la théorie. Non, c'est pas ça. C'est que jusque-là, il était dans la théorie. C'est-à-dire que, vous savez, tout chef d'État que vous êtes, quand vous commencez à recevoir les cartes dans le bureau de l'Élysée, que vous commencez à voir l'effondrement de votre stratégie, que vous commencez à voir la tache brune qui monte, et que vous commencez à voir que la seule tache qui monte quasiment au même niveau, c'est la rouge, écoutez, il ne faut pas avoir fait Saint-Cyr pour savoir qu'à un moment donné, vous devez changer votre discours. Mais, du coup, pourquoi il y a ces nuances-là, ces différents discours? C'est qu'il faut pour briser LFI, de toute façon. Mais c'est parce qu'il y a aussi une hétérogénéité des recrutements dans La République En Marche. Encore une fois, c'est le social-libéralisme comme base minoritaire sociale qui s'étend par le phagocytage d'une part importante de la base sociale à droite. Donc à l'intérieur, on a toujours eu des gens qui, lorsqu'ils ont mené au pouvoir via la politique d'Emmanuel Macron, des politiques sécuritaires, antilibérales et réactionnaires, des gens qui l'ont fait de façon assez opportuniste et dans le déshonneur, je pense à Gabriel Attal, mais qui aujourd'hui essayent de retrouver un minimum de stature, d'honneur. Voilà, et la droite, les recrutements chez Républicains, les Darmanin, les Bruno Le Maire, etc., qui sont d'ailleurs très clairs sur leur attaque de l'AFI, qui, eux, ont vraiment adhéré sur le discours très ancré à droite de la Macronie lorsque le message c'était tirer à boulet rouge sur l'AFI. Parce qu'encore une fois, effectivement, la gauche, elle remobilise son socle après une bataille et des campagnes macartistes absolument indignes. Je ne sais même pas comment on a survécu à ça, je vous le dis tout de suite. Je pense que c'est la force de la conviction construite collectivement, etc. Et par l'identification du risque en face aussi. Mais donc, du coup, cette hétérogénéité de position, elle n'est pas très surprenante. Parce qu'à l'intérieur, voilà, moi je disais, je rigolais toujours en disant il y a l'aile gauche de la Macronie, parce qu'ils menaient concrètement une politique qui n'avait rien de gauche, mais là, en termes d'origine politique et de ce que là, ça peut donner, on les voit. Et c'est pour ça que ça va être un enjeu fondamental, parce que les logiques de désistement, mais surtout les logiques de report, qui sont effectivement difficilement calculables, vont faire une grande partie de la couleur politique de l'Assemblée et des répartitions de sièges. J'ajouterais même qu'on a très peu d'études là encore sur les reports, mais ce qu'on peut voir, c'est que parmi les gens qui ont fait des études, les quelques instituts, pendant la première semaine, on avait Prisca Thévenot et tous les gens qui tiraient à boulet rouge sur l'AFI. Il y avait des reports ça s'annonçait plutôt mauvais et que ça n'a fait que descendre.
C'est-à-dire que descendre dans un sens où de plus en plus d'électeurs macronistes ont commencé à se poser vraiment la question. Je pense que la semaine qu'a passé le Rassemblement national à tenir des propos ignobles sur les binationaux et sur un certain nombre de trucs, ça a aussi réveillé certaines consciences. Je dis pas que tout est joué. Je pense que le split va être violent, qu'il va y avoir de l'abstention, qu'il va y avoir des reports aussi à droite et qu'il faut, enfin voilà, une partie des anciens LR qui ont voté Macron, qui eux vont peut-être se repenser sur le RN, mais que la bataille est jouable et que c'est pour ça que la question de l'incarnation de l'alternative à gauche, elle va être importante de la semaine. D'ailleurs, s'il y a un point commun dans toutes les interventions, peut-être à part celle de Glucksmann, celle de Tondelier, Faure, Mélenchon hier soir, c'est de dire le nouveau Front populaire est la seule alternative à une majorité absolue de l'extrême droite. Et c'est sur ça qu'il faut incarner les choses. François, est-ce que le macronisme est mort hier ? Oui, bien sûr, il est mort. Il est mort le jour où il a appuyé sur le bouton dissolution. En fait, il est mort en 2 temps. Il est mort, il a commencé à mourir quand il a appuyé sur le bouton. Et il est définitivement mort le vendredi suivant quand la gauche a signé son accord. On savait que ça serait. Je dis ça parce que finalement, non, mais je voudrais que c'est Attal qui. Non, mais ça n'existe. Mais ça n'existe pas. Le macronisme, ça pourrait être le bayroutisme. Non, ce que je veux dire, c'est que Attal, montrant qu'il ne se plierait pas à une stratégie d'une ligne, a peut-être fait accélérer les choses dans ce qu'on voit aujourd'hui, alors que historiquement, Macron, il décide et les autres exécutent. Oui, là, ça je suis d'accord. Là, tu as raison, c'est vrai qu'en plus, il est en fin de règne, il ne peut plus rien imposer à personne. C'est aussi ça, quand même, la réalité d'Emmanuel Macron. C'est affreux. C'est aussi ça, c'est son influence. On l'a souvent dit dans ce débat. On va mesurer au fil des mois, lentement mais sûrement, la fin de son influence. Donc voilà. Moi, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Paul par rapport à est-ce que le macronisme est mort ? Oui. Oui, bien sûr. Il n'a jamais existé, puisqu'il est incarné par un seul homme qui s'appelle Emmanuel Macron. Mais il y a quelque chose de très intéressant aussi. Vous savez, dans cette semaine qui arrive, il y a des moments qu'on va attendre. Et il y a, par exemple, le moment d'un débat que Jordan Bardella ne veut pas faire. Pourquoi Jordan Bardella ne veut pas faire de débat ? On peut se dire c'est parce qu'il est favori, il a juste qu'à gérer. Mais il a rien à gérer du tout. Jordan Bardella, soit il va chercher une majorité absolue, soit il reste aux fraises à 250. Alors on pourra dire oui, ils sont pas aux fraises, ils font. Enfin, c'est pas le sujet. Le pouvoir, vous l'avez, vous l'avez pas. Ça, c'est un vrai sujet. Ça, c'est la règle. Vous gouvernez ou vous gouvernez pas. Le premier. Et pourquoi ? Parce que, et je reviens sur ce qu'a dit Paul, et c'est très intéressant. Quand on est comme ça sur des phénomènes, on se dit, on ne regarde jamais assez la fragilité de l'adversaire. Ils ont fait une dernière semaine de campagne, le Rassemblement national, épouvantable. Et c'est certainement ce qui leur coûte les 35 à 36% dont on les crédite jusqu'à vendredi, et le fait qu'en réalité, avec Alliés, ils terminent à 33. Vous savez, ça a l'air de rien, mais 4 points, c'est énorme. Bon, ils faisaient la fête hier, mais moi, je suis absolument persuadé, si je suis de l'autre côté de la machine, que les spin-docs de Marine Le Pen et de Bardella et tous les clubs des poètes, comment on s'appelle, c'est-à-dire les responsables circos, font grise mine, parce qu'ils font une campagne épouvantable. Le débat jeudi soir face à Gabriel Attal et Olivier Faure, quand Olivier Faure lui pose la question et Gabriel Attal, ils s'y mettent à 2 sur le chef des armées, c'est vous ou c'est pas vous, il est incapable de répondre. En fait, et le lendemain, quand le député sortant attaque Najat Vallaud-Belkacem sur les binationaux, et la veille sur ce qu'il dit sur les binationaux, c'est-à-dire qu'ils ont réveillé les 3 derniers jours le jean-marisme. Hein, ils ont vraiment réveillé le jean-marisme. Et ça, c'est une faute. Et ça... C'est une faute pour le deuxième tour. Au premier tour, peut-être que ça aide. C'est une faute pour le deuxième tour. Et il le sait très bien. Et pourquoi il ne veut pas débattre ? Il veut faire que des trucs one-to-one. Parce que la réalité, c'est que d'abord, il n'est pas prêt, il n'est pas... Voilà. Mais surtout... Il est mauvais, quoi. Il est mauvais. Il a terminé très mal sa dernière semaine. T'es d'accord, Paul ? Si, moi je suis d'accord. Je suis un peu plus lancé sur le macronisme, dans le sens où je pense que le macronisme en tant qu'appareillage politique hétéroclite est en train de décéder sévèrement. Mais le libéralisme n'est pas mort. Mais voilà, c'est que la base sociale du macronisme, avec encore une fois cette idée qu'il y a un certain nombre de catégories qui adhèrent à cette vision. C'est la droite, ça. Ouais, mais même il y a la droite, on va dire, à la limite orléaniste, néolibérale, qui a aussi un mode de vie libéral. On a fait beaucoup de comparaisons sur la crise des années 30, la montée du fascisme, etc., en sachant que comparaison n'est pas raison. Mais ce que je pense qui est différent, c'est que on dit souvent c'est la bourgeoisie qui met l'extrême droite au pouvoir, et c'est pour ça que Macron ne veut pas jouer ce rôle d'ailleurs là. Hein. Le problème, c'est que là, une partie de ces catégories, ils ont aussi des modes de vie qui sont incompatibles, littéralement dans leur mode de vie, je pense, avec l'extrême droite. Et que ça, c'est un gap qui nous aide pour le second tour. Une bourgeoisie ouverte, on va en tout cas, c'est un gap qui peut nous aider sur le second tour, mais pour moi, c'est aussi un rempart
à un élargissement plus général du bloc de gauche et que ça va être un des enjeux vraiment de la construction du bloc de gauche. Encore une fois, on sait que là, ils font 9,8 millions. Si on tirait jusqu'à ce que ça a été la présidentielle, ça fait 11 millions. Mais en fait, si on regarde ensuite dans le passé, genre même en 2012, et là où il y a une vraie vague socialiste pour le coup, le bloc, il monte beaucoup plus haut. Beaucoup plus haut. Alors, je sais plus en termes de voix, mais en termes de pourcentage, on se tape du 42, 43, 44%. C'est pas la même période, c'est pas la même chose. Bien sûr. François Hollande a fait un mal fou, il a failli quasiment tuer la gauche. Bien sûr. Là, on est en reconstruction. Mais c'est pour ça que je dis que ça remonte à pas loin, mais on voit qu'on paye encore ces échecs. On est en convalescence et on commence à marcher, on peut le dire comme ça. Voilà, on paye encore l'échec de Hollande, mais surtout on paye les 40 ans de propagande néolibérale sur il n'y a pas d'alternative, vous ne pouvez pas négocier cette nouvelle répartition des richesses. Encore une fois, là, la gauche, elle propose la répartition des richesses. On n'est pas sur un programme soviétique de socialisation de l'économie. Non, Mitterrand a été bien plus dur en 80, sérieusement. Le programme commun de 72, c'est 10 fois plus. La bataille culturelle a été, en tout cas, pas perdue, mais disons, la gauche a reculé sur la thématique de la bataille culturelle. C'est vrai qu'on revienne sur... Enfin, pas qu'on revienne, qu'on se projette sur l'après-second tour en imaginant les différents scénarios. Le scénario le plus probable étant finalement une absence de majorité nette pour l'une ou l'autre l'un ou l'autre des blocs. Qu'est-ce qui se passerait Mais il y a deux solutions. Soit d'abord, soit le RN a une majorité absolue, l'affaire est entendue, on plie les gaules et c'est terminé. On rentre dans une opposition qui sera furieuse et abrasive parce qu'il ne pourra pas en être autrement. Et ça sera un combat de chiens tous les jours et ça va être terrible en fait. Je pense à vivre et donc. Mais en tout cas, l'Assemblée pourra fonctionner puisqu'il y aura une majorité absolue sur les projets de loi. L'hypothèse la plus probable, pas de majorité absolue, avec une majorité du RN assez haut, 240. Majorité relative 240, 250, auquel cas le RN a raison de dire on ne veut pas y aller parce que là c'est le premier budget, ça y est, c'est terminé, c'est cassé, c'est passé, ça ne passera pas, ça ne peut pas fonctionner, donc c'est bloqué. Donc Macron, il a qu'une seule solution, c'est de dire au deuxième bloc, c'est-à-dire la gauche, de dire je vous charge de former un gouvernement, mais en trouvant des accords sur projet avec l'autre partie de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que, et c'est à ça qu'on assiste en fait depuis hier, c'est-à-dire on assiste à je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Et vous avez Macron, parce que rien n'est jamais gratuit, Emmanuel Macron, Édouard Philippe également. Gabriel Attal joue pas cette partie parce que lui, il veut être patron du parti. Il a bien raison de l'être pour 2027. Mais Édouard Philippe joue, lui, la partition du Premier ministre qui serait issu de ce qui reste de cette minorité minoritaire qui est la majorité pour être le barycentre et entraîner en fait la gauche sur ses idées. Il est évidemment que la gauche n'acceptera jamais et qu'il est hors de question. On n'est pas là pour faire les supplétifs d'une majorité moribonde. Elle est même plus moribonde. Enfin, 60 députés, c'est vers chez ta mère, tu vois. Donc ça se discute même pas. Donc la deuxième majorité avec un peu de PS, un peu de LR. La deuxième, beaucoup de non, c'est pas comme ça que ça va marcher. Ça peut pas marcher comme ça. Veut. Lui, il veut ça, un peu de Chabada, il recommence en même temps, mais bon, ça ne peut pas fonctionner. Donc, ce qui est le plus probable, c'est que il y a des noms qui vont circuler sur un Premier ministre qui soit un peu au barycentre de la gauche. Alors, est-ce que c'est un SOSDEM? Forcément, j'en sais rien. Ça peut être une personnalité extérieure, surtout pas Raphaël Glucksmann, pitié. Mais de toute façon, et ça, c'est soumis. Non, mais pourquoi je dis ça? C'est pas pour être désagréable avec Raphaël Glucksmann. C'est qu'il y a des gens qui peuvent faire le job ou pas. Ça, c'est pas trop le sujet. La question, c'est que ce nom qui sera proposé par le président devra être voté par le groupe majoritaire. Est-ce que vous imaginez? Est-ce que vous pensez vraiment que les gens de LFI et même des Verts et même la plupart des socialistes vont voter pour François Hollande Premier ministre? Bien sûr que non. Le nouveau jeu de l'Élysée, c'est d'essayer de nous refourguer Jean-Yves Le Drian. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a un député qui va voter pour Jean-Yves Le Drian? Le troisième nom qui circule, non, mais même pas, il ne le fera jamais parce qu'il a tellement la haine de la trahison. Le troisième nom qui circule, c'est Bernard Cazeneuve. Est-ce que vous pensez une minute qu'il y a quelqu'un dans l'Assemblée qui va voter Bernard Cazeneuve? Donc, il va falloir que, en réalité, c'est le président qui propose, mais en fait, il y a des négociations. Il va falloir que les groupes se mettent d'accord sur le plus petit dénominateur commun. En l'état actuel, bien sûr, on peut dire Olivier Faure, bien sûr, on peut dire Boris Vallaud, bien sûr, on peut dire un sociodémocrate qui n'a pas trop insulté les insoumis, parce que ce qui est quand même le cas de Olivier Faure. Parce que prendre quelqu'un qui a canardé la France insoumise toute la journée, ça ne peut pas être un insoumis. Macron, de toute façon, ne l'acceptera jamais, parce que c'est trop clivant. Les Verts
à part Yannick Jadot, qu'est-ce que vous allez chercher? Donc, c'est assez le casting. Et donc, Tu es en train de nous dire que les Verts n'ont pas le niveau. non, c'est pas ça. C'est que je suis sûr qu'ils ont le niveau, les Verts. Mais ils ont. Tu peux le dire, hein. Non, ils ont le niveau. Mais Marine Tondelier, par exemple, que j'ai trouvé excellente, moi, vraiment dans la campagne, j'ai trouvé extrêmement percutante. Est-ce que Marine Tondelier, comment dirais-je, pourrait par son entraînement être à Matignon? Boris Vallaud, il a été secrétaire général de l'Élysée. Comment dirais-je, Olivier Ferry, il peut, conseiller spécial à Matignon. Ils connaissent les rouages. Marine Tondelier, je suis pas sûr qu'elle les connaisse. Il faut quand même. C'est pour ça d'ailleurs que c'est une folie d'imaginer. On connaît tous Matignon. Enfin, moi, à un moment donné, j'étais au gouvernement dans une autre vie. Matignon, c'est un truc, c'est dantesque, mais véritablement, c'est une folie d'imaginer que quelqu'un comme Bardella va pouvoir arriver et débarquer à Matignon sans avoir jamais même été dans un cabinet ou jamais même fait rien d'autre que assistant parlementaire. C'est impossible, je vous jure. Non, mais je vous jure que c'est impossible. Alors, donc, a priori, pour toi, ce serait une option valable et souhaitable. Une option. Non, mais alors, je n'en sais rien. Mais en tout cas, l'option serait quand même le barycentre, quelqu'un. Moi, En gros, un gouvernement social. Non, mais le gouvernement de gauche, il faut pas... avec la tolérance macroniste. Voilà, il faudrait un gouvernement de gauche où il n'y aurait pas, mais avec le gauche pluriel avec la tolérance macroniste. Avec des majorités par texte. Voilà. Sauf que Gabriel Attal et Emmanuel Macron, dans leur esprit, c'est dans l'autre sens que ça se joue. C'est-à-dire, c'est un gouvernement avec nous et avec la bienveillance du groupe de gauche, bien sûr. Ils se mettent le doigt dans l'œil très profond. Jusqu'à l'omoplate, en fait. Mais genre, ce que je disais tout à l'heure quand on disait, moi je crois au fait qu'on arrive à la fin de la tripolarisation, en tout cas elle est engagée, et qu'on retourne vers une bipolarisation avec un bloc de droite et de gauche. Simplement, les blocs ne sont pas construits, ou en tout cas sous le patronage des mêmes personnes, parce que le bloc de droite tend à être constitué autour du RN désormais. En tout cas, c'est l'enjeu pour le RN s'ils veulent gagner en 2027 par ailleurs. Donc, ce que je pense, c'est que du coup, l'existence encore de ce bloc macroniste, même réduit à peau de chagrin, 60 députés, c'est peut-être la version optimiste, avec les désistements. Je sais pas, tu sens combien, toi? Je sais pas, je dirais plutôt entre 80 et 90, moi. Mais on va voir. Parce qu'encore une fois, pareil, le scénario 1, c'est effectivement, est-ce qu'il y a une majorité absolue? C'est encore possible cette semaine, avec un sursaut un peu plus supplémentaire à gauche, plus des désistements qui se passent bien et des bons comportements électoraux de certains macronistes, d'avoir pas de majorité absolue pour le RN. Deuxième scénario, c'est que du coup, dans cet espace où, encore une fois, la persistance de ce groupe macroniste qui empêche cette confrontation entre la gauche et l'extrême droite, droite alliée, là, fait que, pour moi, ça ouvre un potentiel intermède dans cette crise politique dans lequel toutes les solutions techniques vont être testées avant d'abandonner vraiment pour la Macronie, avant que son décentrement soit total. Ce que je veux dire, c'est que du coup, le tentative, en gros, ce que veut Édouard Philippe, c'est une grosse coalition à l'allemande. C'est ce que Macron voulait, hein, absolument. En faisant ils vont la tenter, c'est le cartel des gauches, mais ça ne marchera pas. La vérité, c'est que c'est le cartel des gauches. Et ça ne marchera pas. Ouais. Du coup, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a une possibilité d'un gouvernement technique, essayer de faire un scénario à l'italienne, mais c'est pas l'Italie, c'est pas institutionnellement l'Italie. Ouais. Non, mais la France et l'Italie, c'est très bien. Ils sont capables d'aller chercher Mario Draghi. Il ne faut pas dire. Non, mais je dis que c'est le système institutionnel italien qui permet ça. Nous, ouais, exactement. Alors que la Ve République étant construite pour avoir une majorité, la crise, on peut pas y échapper quand il n'y a pas de majorité dans la Ve République. Donc, il va y avoir une tentative là-dessus, et il y a une pression particulière qui s'exerce à ce niveau-là pour une raison, c'est qu'encore une fois, en octobre, il faut un budget. Et ce budget, ça va être une grosse difficulté. Il va y avoir une pression des marchés financiers et de l'Union européenne qui est immense, parce qu'on est à 5,5%. On est d'accord que c'est normal que les marchés financiers, il est normal que les financiers disent halte au feu à un moment donné. Je ne sais pas si c'est normal d'être sur la pression. C'est logique. En tout cas, c'est le rôle qu'ils vont jouer là-dessus. Et que du coup, la question de si, imaginons une tentative de gouvernement technique, que ce soit un mec de droite ou quelqu'un pour essayer de... Moi, je vois bien un scénario où Macron, il essaye de faire canner le RN sur un vote d'un budget horrible d'austérité, parce que lui il va vouloir jouer Mitterrand, genre je mets des bâtons au RN. Mais sur cette question du marché, on a vu le Rassemblement national pendant 2 semaines là essayer de donner des gages du patronat, etc., et conquérir cette espèce de légitimité auprès de ces milieux. Et donc ils vont être ils l'ont pas vraiment. Et donc du coup, en plus de ça, ils vont être mis devant ce fait accompli de ce budget. Donc je pense qu'il va... Au cas où il y a un Premier ministre RN. En tout cas, ou au cas où il y a une tentative de gouvernement technique avec un soutien tacite,
genre une abstention du groupe RN pour avoir un gouvernement technique, ou tout ce genre de... toute façon, on se retrouve vers un quatrième, voilà, c'est ça, tout ce genre de tentatives, c'est pour ça que j'appelle ça intermède, c'est-à-dire qu'on attend... On a beaucoup parlé d'intermède, mais parlons d'un gouvernement de gauche. Non, mais justement, moi, je pense que c'est autour de ça que ça a joué, parce que le gouvernement de gauche, je n'y crois pas. Je crois qu'un gouvernement de gauche, avec le soutien tacite des macronistes, avec du texte par texte, me semble difficile, dans le sens où je pense qu'il y a des gens qui seraient plus favorablement volontaires pour ça, mais je vois moins, notamment la LFI, même par des communistes, s'accorder là-dessus. C'est-à-dire que... Après, on verra. Soutenir peut-être le SMIC à 1600 €, si ça se vote sur un texte, d'accord. Mais... Écoute, un gouvernement, là, je suis d'accord avec toi, Paul. Pour un gouvernement, ça ne peut pas fonctionner. Si un gouvernement a du sens, c'est-à-dire que si la campagne se fait, on va gouverner pour changer la vie des gens. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils l'ont très bien fait, tous les groupes, chacun séparément. Bompard était excellent sur le débat de France 2. Faure était excellent sur le débat, ou l'inverse, TF1 et de France 2, avec ce même discours-là. On vient pour changer la vie des gens. Un gouvernement pour gouverner, ça n'a pas de sens. Un gouvernement pour changer la vie des gens avec une mesure, non, tu changes quelque chose. Faut voir, effectivement, mais il faut voir. Encore une fois, si c'est la question, c'est voter le SMIC à 1600 € avec le soutien tacite des macronistes, il n'y a aucun intérêt de ne pas le faire. Mais moi, j'y crois pas, et on verra. Et encore, si tu veux, encore une fois, la boule de cristal. Du coup, moi, je te dis, l'enjeu, c'est en octobre, quoi qu'il advienne, il faut qu'il y ait un budget. C'est ça qui va bloquer. Ensuite, une fois que le budget est bloqué, entre guillemets, il y aura plus d'autres budgets avant une possibilité de redissoudre l'Assemblée. Donc, du coup, il y a un gros enjeu sur octobre, et jusqu'à octobre, c'est voilà. Et ensuite, imaginons qu'il y a un budget qui passe et qu'ensuite le gouvernement qui a fait passer ce budget, il pète, qu'il n'y ait pas d'assemblée pendant les 13 mois avant la dissolution. Enfin, il y aura moins de 13 mois. C'est quand même un scénario de l'instabilité, ça. Non, mais complètement. C'est le scénario plus probable. Mais bien sûr, on est de toute façon dans l'instabilité. Il nous a plongé dans l'affaire. Il faut juste limiter l'enfer. Voilà. C'est ce que disait Churchill. Quand vous êtes dans l'affaire, vous continuez à marcher. Voilà. Et du coup, les seuls trucs que je vois qui permettraient à Macron de reprendre une centralité, alors qu'il est là dans il essaye de maintenir son effacement. En fait, il essaye de prévenir l'effacement, mais il est déjà écrit son effacement. Non, là, je suis pas d'accord. Là, il prend une dimension à nouveau dans cette entre-deux-tours qui est très emmerdante, hein, mais il l'apprend. Oui, non, mais il l'apprend, mais ce que je veux dire, c'est que... Je comprends pas. Il l'apprend parce qu'il a fait un virage à 180 degrés. La posture dans laquelle il est. En mode, je vais vous faire gagner la gauche. Le relégitime. Oui, bien sûr. Mais on verra. Moi, je pense qu'en tout cas, il est dans ce maintien-là et que... Imaginons, donc, il y a un budget qui est passé, mais ensuite, il y a une chambre ingouvernable jusqu'à la dissolution. Une des armes qu'il peut utiliser pour être en centralité, c'est le référendum. Oui, c'est-à-dire que tu fractures le débat public. Ouais. Là, l'addition des votes, droite, extrême droite, personne ne va faire les détails parce que c'est oui ou non. Et tu reprends une centralité. Ça ne permet pas de gouverner le pays, mais ça permet de reprendre une centralité dans le pays. Et vu le personnage, c'est possible. On a beaucoup parlé de Macron, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque pour la gauche de gouverner avec la tolérance des macronistes? Est-ce que ce n'est pas... est-ce que c'est pas le boulevard pour le RN en 2027 en se disant tous pareil, UMPS, etc. Moi, écoute, je suis désolé. Et ce sera ma dernière question. Je suis désolé, les amis. On a l'obligation de gouverner. En fait, c'est même pas comme si on avait le choix. Non, mais je vais jusqu'au bout, ok ? C'est pas comme si on avait le choix. Je veux dire, c'est soit, écoutez bien, hein, soit le RN a la majorité absolue, c'est lui qui gouverne, soit il l'a pas et on refuse de gouverner. Et qu'est-ce que fait Macron ? Il est obligé de démissionner. Est-ce que tu crois ici, est-ce que quelqu'un croit ici que quelqu'un est prêt à une présidentielle anticipée à gauche? Même pas en rêve. Si Jean-Luc Mélenchon pense qu'il fera 22, c'est même pas pensable qu'il les fasse. Donc, entre une présidentielle anticipée qui nous collera de toute façon Marine Le Pen, là, vainqueur, et cette idée qu'on peut aller gouverner, qu'on doit, c'est même pas qu'on peut, nous avons l'obligation, c'est même pas une obligation morale, nous avons une obligation politique de le faire. Donc, ça sert à rien de poser la question, en fait. On est obligé. Si le RN n'a pas de majorité absolue, on est obligé. Si nous ne gouvernons pas, l'Assemblée est bloquée. Paul dit c'est le budget, mais bien sûr que c'est le budget. Le pays a besoin d'un budget. Et la réalité, c'est que Macron, il prendra 2-3 jours, mais il sera obligé de démissionner puisqu'il ne peut plus dissoudre. Donc, nous sommes dans l'obligation de gouverner. Et ça nous donne une force. Macron a compromis à gauche. Non, et ça nous donne une force terrible par rapport. Compromis quoi ? Ça nous donne une force. Ça nous donne une force par rapport à lui. C'est qu'il a autant besoin de nous que nous
avons besoin de lui. Oui. Macron ne veut pas démissionner. Pourquoi tu crois qu'il nous fait un cadeau, bien sûr, pour l'histoire, mais parce que la seule possibilité pour qu'il n'ait pas à démissionner, c'est que quelqu'un prenne les clés du camion. Voilà. Paul, et on va finir. Moi, le débat. j'entends ce que dit Françoise. Je suis, d'accord non, mais je suis sceptique sur le fait que aujourd'hui la gauche, accepte ce genre de deal. Encore une fois, ça dépendra des marges de manœuvre concrètes. Il faut analyser la situation concrète Mélenchon, à partir de la situation calcul, concrète. hein, il sait très bien où est-ce qu'on est sur le Ce que je veux dire, c'est qu'encore une fois, la LFI voter un texte pour augmenter le SMIC à 1600 On ira euros, tous. personne ne dira non à gauche, très clairement. Faut voir si c'est votable dans cette assemblée. Par contre, je pense qu'un gouvernement comme ça, genre type, entre guillemets, de Poutou à Attal, je veux dire, c'est pousser les limites d'une coalition qui, à mon avis, n'est pas possible et n'est pas Et constituable. est-ce que c'est souhaitable? Et je pense, en plus, pas souhaitable de ma part. Et je ne pense vraiment pas. Sauf si Surtout on réussit. avec le budget d'austérité Mais qui attend sauf notre si- part. non, En fait, sauf François, si on- elle est très claire. Elle dit en fait pour éviter une Présidentielle une anticipée, présidentielle l'arrivée anticipée de à Le laquelle Pen, la gauche évidemment. n'est pas prête et Bien le sûr. RN est prêt. Il faut, il y a toujours moyen de moyenner quelque chose, Non, c'est le pas, temps de se non, parce que là, c'est réorganiser. de la magouille. Non. Ouais, mais le On temps de se prend- réorganiser. On prend la responsabilité de gouverner. Il faut arrêter maintenant d'être des poules mouillées et de faire. Je parle pas du tout de faire des calculs. Et si je fais ça, etc. On prend. Ok, on accepte la mission. On la prend. On va au gouvernement, comme on disait avec Paul. On n'y va pas pour gouverner. On y va parce qu'on donne du sens. On est élu pour ça. On change la vie des gens et on avance. Comme disait Jaurès, c'est l'ardente obligation. Et je fais les Donc ça, choses c'est- ça, sans me demander ce qu'elles me Ça, c'est rapporteront. ce que veut François, enfin, Non, mais- ce que voit Françoise. Toi, Voilà. tu vois quoi? Parce que Moi, tu parles pas beaucoup. encore une fois, je vois pas leur dire. Ce qui est vrai, en tout cas, sur ce que dit François, c'est que ce qui est souhaitable, c'est de dire il faut un gouvernement du nouveau Front Populaire sur son programme. Je Voilà. dis juste que les conditions actuelles ne sont pas réunies pour que ce soit Voilà. aussi simple et avec les mains si faciles. Non, mais bien Encore une sûr. fois, Mais, Bien sûr, mais ça est-ce sera qu'il pas est pour ça possible de que- faire un compromis pour avoir un gouvernement compromis, c'est pas un nouveau mot sale, Front hein, ça tu dépend. sais, Populaire, Si tu me dis la Macronie capitule totalement et applique, et nous laisse le nouveau Front Populaire appliquer Bon, ça, son c'est programme, impossible, ça. je signe demain. Mais c'est pour ça que je te dis que pour l'instant, je crois que les conditions ne sont pas réunies et que pour l'instant, je peux pas te dire. Genre, moi, ce que je vois plutôt, ça va être une confrontation difficile. Le 8 juillet va être une journée importante à gauche. C'est le jour de la constitution des groupes, c'est le jour où il va y avoir peut-être des règlements de compte, en tout cas on peut espérer y échapper, et Oui, de je pense juillet qu'ils seront calmes. à la rentrée, Je pense qu'ils seront- tout le monde va tester toutes ces solutions, et donc on va passer par toutes sortes de Au-delà, scénarios. Et pour l'instant, je peux pas le dire, moi. Il faut quand même reconnaître, il faut dire à tous les négociateurs, il faut dire à tous ces leaders de gauche, honnêtement, je peux quand même dire, moi j'ai quand même la dent dure, je les connais tous, en plus j'ai 25 ans personnellement, et ils se sont quand même tous comportés dans la séquence. Pour le moment, ça tient vraiment. Il y a quand même un comportement dans la séquence collectif et personnel. Franchement, ça tient. Moi, j'ai un petit bémol. Je trouve qu'on doit faire un effort supplémentaire de solidarité vis-à-vis de chacun. Je veux dire, le fait que la France Insoumise soit sur le feu des critiques en permanence Oui, on n'a et pas qu'il y ait arrêté des de les défenses. défendre, c'est pas Non, vrai. il y a des défenses Fort, là, les a extrêmement défendre, molles. c'est pas vrai. Fort est bien meilleur dans ce rôle. Il l'avait été Fort, aussi pendant la NUPES. Mais Fort, il a vraiment défendu je suis sur le désolé, débat. je considère encore, genre des c'est noms, mon opinion, Non, mais voilà, non, je non, peux. mais ça, c'est bah, complètement- ben oui. si je donne les noms, je vais relancer les polémiques, non, donc voilà, ça va. relançons Mais rien, on je s'en pense fout. qu'il y a un défaut de solidarité Oui, avec la France bien sûr, Insoumise mais parce que la et que France le Insoumise discours n'est pas- change n'est pas très un solidaire peu non dernièrement. Marine Tondelier, Sandrine Rousseau ce matin, Non, mais qu'il est encore ambigu non, parce mais- que c'est pas encore une fois aussi machiavélique de leur part, c'est qu'ils ont une incapacité dans un certain nombre de secteurs de la gauche à affronter le commentaire médiatique très très agressif en face. Et ça, c'est un progrès qu'ils doivent faire parce Oui, qu'on enfin, doit bon, tous mais progressivement non, mais aussi, se défendre parce on que va sinon on pas sera repartir bouffé à la sur même sauce. Les délires de Jean-Luc Mélenchon et des insoumis médiatiques. Donc, on arrête avec ça. Mais c'est pas une question On de est- délire, si, en si, juste en si, fait quand mais les non, gens parce que disent ils ce sont matin. détestés, Pas ils sont d'accord détestés, ils sont là-dessus. détestés. Qu'est-ce que tu veux que je te Merci dise, on veut pas- Françoise, Paul. Comme disait merci Mitterrand, pour être aimé, il faut à être vous. aimable. Pardon. Merci à vous d'avoir suivi cette édition puis, de Sans langue de Goire. Restez branchés sur le canal 350 de la Freebox. Si vous nous suivez sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer les notifications et de nous offrir un petit pouce levé. Le média, votre média, dépend entièrement des abonnements et des dons de celles et ceux qui, comme vous, le regardent et l'apprécient. Si vous le pouvez, soutenez-nous en visitant tnt.lemediatv.fr parce que nous nous préparons à défendre notre dossier à l'Arcom pour un canal TNT. Pour ma part, je vous dis à plus.